Bonjour Simon, comment ça va? Bah, salut Mélissa, écoute, ça va très très bien. Alors, tu es spécialiste en tarot et beaucoup d'autres choses dans l'ancien monde. Alors, tu m'as dit que les origines du tarot, il fallait chercher au 15e siècle, c'est ça? Au début du 15e siècle, 1430-35, c'est ça? Oui? Ah ouais, C'est c'est ça. la fourchette 1435-1440, ça c'est la fourchette pour les origines du tarot, oui. Et à l'époque, alors j'imagine que les cartes étaient peintes à la main, il n'y avait pas d'imprimerie, ouais. Bien Donc, sûr, exactement. c'était pas pour tout le monde alors. Ok, je vois, tu veux commencer par là, c'est très bien. Bah écoute, je vais me présenter et comme ça va me permettre de répondre à S'il ta te première plaît. question. Donc je m'appelle Simon Ferrandou, je suis auteur, chercheur mais en indépendant, donc pas universitaire. On s'est rencontrés d'ailleurs dans le cadre d'une rencontre plutôt de chercheurs indépendants chez Quentin Leplat en mai 2024, hein, si ma mémoire ne m'abuse pas. Et, hum, et j'ai une double casquette par rapport au tarot, parce que c'est vrai que je m'intéresse à différents sujets, mais aujourd'hui c'est du tarot que j'aimerais vous parler, parce que ça fait 5 ans maintenant que c'est vraiment mon objet d'étude au quotidien. Je consacre tout mon temps depuis 5 ans à l'étude spécifique de ce jeu de cartes et de cette œuvre. Donc c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Et j'ai une double casquette. À la fois, j'étudie le tarot et je commence de plus en plus à écrire sur le tarot et à publier. C'est mon souhait, hein. Je vais essayer à mon humble niveau et à mon humble échelle d'apporter une contribution dans la recherche tarologique. Je vais essayer, on verra bien ce que ça donnera. Mais j'ai aussi la casquette de praticien. Je suis médiateur praticien en médiation artistique, en fait. Donc, je reçois des personnes en consultation privée qui ont besoin de travailler sur elles, qui ont besoin de résoudre des problèmes de l'enfance ou des problèmes actuels. C'est un cadre que certains appellent développement personnel aujourd'hui, hein, c'est pourquoi pas. C'est pas une expression que je repousse, même si je connais ses origines et que je connais les critiques sur ce terme, développement personnel, mais c'est ça, hein, le but, c'est l'épanouissement, c'est se comprendre mieux. Donc j'ai aussi la casquette de praticien, j'accompagne des gens dans cette démarche-là. Et comme je suis praticien en médiation artistique, et bien comme le nom l'indique, j'utilise en fait différents médiums artistiques pour accompagner les personnes que j'ai en consultation et aussi dans les formations en ligne. Et j'utilise notamment les cartes de tarot, les images du tarot, mais j'utilise aussi d'autres images. J'utilise les mots, le verbe, bien sûr. Ça peut être la musique, voilà, tous les médiums artistiques. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler au travers de ma casquette d'auteur et de chercheur sur la tarologie, mais c'était quand même pour situer un petit peu ma double activité actuelle, parce que c'est ça que je fais au quotidien maintenant. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai initié en 2023 une nouvelle voie d'étude et de pratique du tarot, que j'ai appelée la voie réaliste du tarot. Donc je pense que l'intitulé nous place aussi tout de suite dans la démarche qui est la mienne et que je vous illustrerai là au cours de cette conversation, carte en main, ce sera pratique. La voie réaliste du tarot, la démarche, elle est simple. Elle est d'abord un acte de reconnaissance, reconnaître que la science, l'histoire, académique, universitaire, un peu d'indépendant aussi, hein, dès le départ. Depuis la fin des années 1970 et surtout le début des années 1980, la science, la recherche historique, en fait, a fait un énorme travail concernant la compréhension de ce qu'était le tarot à l'origine et puis toute son évolution jusqu'au XXe siècle. Donc déjà, ça c'est le premier acte, un acte de reconnaissance de la voie d'étude que je propose, se mettre au courant de ça, parce que la plupart des tarologues ou des passionnés de tarot aujourd'hui ne sont pas au courant de ce que je viens de dire, à savoir que toute une recherche académique sur le tarot a fleuri depuis les années 1980. Donc déjà, voilà, reconnaître ça, se mettre au courant. Et donc commencer ensuite à lire les 40 années de production scientifique sur le tarot, qui viennent de s'écouler. Parce que depuis le livre de Michael Dummett, hein, au moins je l'aurais cité une fois, un philosophe britannique hein, qui a publié Le jeu du tarot en 1980, c'est lui qui a posé les rails de la recherche actuelle. Depuis cette date clé,
Depuis ce moment-là, ben, il y a quoi, 1980, on est en 2025, 45 ans de production intensive scientifique de savoir qui concerne le tarot, ses origines, qu'est-ce que c'était au début, quand est-ce qu'il est né, comment il s'appelait au début, toutes les questions que tout le monde se pose sur le tarot. Ben voilà, il y a 45 ans de production scientifique sur ça. Donc lire, se mettre à la page, essayer de comprendre les nuances que les différents auteurs apportent, faire des traductions, parce que la recherche historique sur le tarot aujourd'hui est internationale. Donc il y a des Italiens, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Canadiens, il y a des Américains, il y a des Anglais. Donc traduire, essayer de comprendre les nuances malgré les mauvaises traductions, etc., etc. Donc voilà, la voie réaliste du tarot, la démarche déjà, c'est ça quoi. C'est ça le départ. Et puis ensuite, c'est un mouvement. J'ai pris quelques tarots avec moi. Tout le monde connaît par exemple le tarot qui a été publié par la maison d'édition Grimaud en 1930, hein. C'est le tarot de Marseille qui est le plus populaire dans le monde francophone. Le mouvement de la voie réaliste du tarot que je propose, il est le suivant: partir de l'histoire pour interroger le tarot. Donc c'est un mouvement qui est contraire au mouvement d'ailleurs duquel je viens, le mouvement dans lequel je suis parti. La plupart des tarologues partent du tarot aujourd'hui pour essayer d'interroger le monde. Mhm. Et voilà, la démarche que je propose, c'est l'inverse. Partir du monde, partir de l'histoire du passé, D'accord. partir de la compréhension qu'on a de nos ancêtres, les vieux Européens, les vieux Italiens du XVe siècle, parce que maintenant on sait que c'est dans ce siècle qu'est apparu le tarot, partir de ce contexte historique, culturel, politique, philosophique, symbolique, pour comprendre et interroger le tarot. Ça, c'est le mouvement. Et donc ça me permet de répondre à ta question initiale. Oui, aujourd'hui, maintenant depuis 45 ans, c'est une certitude, c'est un acquis scientifique. Le tarot est né en Italie dans une fourchette de temps qu'on situe, que les chercheurs les meilleurs aujourd'hui situent entre 1435 et 1440. Donc c'est la première partie du Quattrocento italien, c'est comme ça qu'on appelle cette époque en histoire de l'art. Et il est apparu en tant que jeu de cartes et en tant aussi qu'œuvre d'art. Ça, c'est un discours que j'aime à tenir quand même, parce que c'est un ensemble d'images. Il y a des illustrations sur les cartes de tarot dès l'origine, comme sur les cartes traditionnelles, hein. D'ailleurs, les jeux de cartes traditionnels, le roi, la reine sont illustrés, le cavalier est illustré. Le tarot, il est né comme un corpus d'images. Donc, c'est aussi une des démarches que je propose dans la voie réaliste du tarot, faire entrer le tarot, ce jeu de cartes italien de la Renaissance, dans le champ de l'histoire de l'art et l'étudier, l'interroger avec ce prisme de l'histoire de l'art, avec les outils que mettent à notre disposition les historiens de l'art. Et si je vous raconte tout ça, pour finir sur cette introduction, ben c'est parce que cette démarche, je crois, est féconde, hein. Si c'était pas fécond, si c'était stérile, même les historiens du tarot, si leur approche était stérile et qu'ils n'avaient rien compris au tarot, avec leurs outils académiques, universitaires, ils auraient arrêté. Moi, j'aurais arrêté. Je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'on inverse, ce qu'on observe, c'est l'extrême inverse, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'en fait, plus on étudie le tarot de façon historique en le replaçant dans son contexte d'origine, mieux on le comprend. Et donc aujourd'hui, la compréhension quand même est forte de cette œuvre. Et d'ailleurs, quand on avait préparé un petit peu comme ça, de façon informelle ensemble, cette conversation, je t'avais proposé d'essayer de regarder un petit peu ce qui s'était passé dans ton île à toi, là où tu vis aujourd'hui, dans cette fourchette de temps, 1435-1440, pour qu'on puisse parler un tout petit peu d'histoire au début. Et comme ça, Alors, peut-être je rebondirai, je absolument. ne sais pas si Oui. tu l'as fait. Oui, comme tu as dit, donc c'est bien qu'il y ait des thèmes universels dans le tarot, il faut quand même le situer historiquement dans le temporel. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Alors, j'ai regardé plusieurs fois au cours de la semaine depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Et je dois dire que ça m'a étonnée à quel point c'est une époque, donc cette première moitié du XVe siècle, 1435, 40, mais un petit peu plus, c'est une époque dans l'histoire de l'art qui est absolument incroyable. Moi, j'adore toute cette époque. Il y a Van Eyck,
Donc c'est un petit peu plus sonore, qui fait ses panneaux super pour la cathédrale de Ghent, par exemple. Et bien sûr, à Venise, alors Venise, c'est une de mes villes préférées. C'est l'époque de la Ca' d'Oro. Donc, ils font construire ces palais sur le Grand Canal. Et c'est des palais absolument incroyables. Alors, celui-là, je l'ai beaucoup admiré quand j'étais là. Mais à l'époque, il était complètement recouvert d'or. Donc, c'est vraiment une époque, beaucoup de... Aussi, ce qui m'a étonnée quand j'ai regardé un petit peu l'histoire, à cette époque, il y a beaucoup, beaucoup de voyages. Il y a beaucoup il y a des expéditions partout dans le monde. C'est bien sûr avant Christophe Colomb, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de voyages, beaucoup d'échanges et beaucoup d'influences qui viennent. Donc, et c'est aussi l'époque où on redécouvre Platon un petit peu. Bon, il n'a jamais vraiment disparu, mais ça renaît. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc ça donne un lien avec la Grèce antique et avec le monde latin qui est un petit peu abîmé, disons, depuis la fin des Romains et qui revient un petit peu. Donc toute cette époque-là. Et en plus, c'est une époque très intéressante. Tout le monde connaît les Médicis. Donc c'est l'époque des Médicis. C'est une époque très intéressante de ce côté-là. Donc, on connaît toutes ces machinations du pouvoir à Florence, à Venise, et puis c'est l'époque des, des villes comme ça, qui font des villes qui sont comme des principautés en Italie, en Italie du Nord. Et c'est aussi, bien qu'il y ait tout cet art super, ces peintures, cette architecture, c'est aussi, si on regarde ce qui se passe euh, dans le monde religieux, c'est aussi une époque où l'Inquisition travaille très dur à essayer de déterminer tout ce qu'ils avaient commencé. Enfin, donc Jeanne d'Arc est brûlée de cette époque, mais aussi les Juifs. Malheureusement, ça commence absolument, donc c'est à cette époque-là. Donc la guerre de Cent Ans, on en avait parlé, elle est terminée. Mais quand même, c'est la fin, c'est juste la fin. Donc les choses commencent à changer à partir de ce moment-là. Et mais c'est quand même, donc d'un côté, on a tout ça, on a toute cette terreur, et puis d'un autre côté, on a cet humanisme. Platon, l'art, et puis Hermès Trismégiste aussi, qui revient, je crois, un petit peu à cette époque-là. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc dis-moi, est-ce que j'ai un petit peu situé l'apparition du tarot? Et qu'est-ce que tu ajouterais? Ouais, ouais, merci beaucoup. Bon, bah, super, je vois que tu as travaillé aussi de ton côté. Oui, c'est une époque, extrêmement importante qu'on appelle la première Renaissance, hein, en Italie, en histoire de l'art. Donc la Renaissance aujourd'hui, on considère qu'elle est partie d'Italie, bien qu'il y ait aussi une autre Renaissance au nord qui, des fois, pour certains chercheurs, est concomitante. Bon, mais ce sont des détails. Et cette première Renaissance, surtout la première partie du 15e siècle, donc du Quattrocento, est marquée par l'humanisme, bien sûr, par l'humanisme, par le fait qu'on redécouvre et qu'on réactualise Platon, bien sûr, mais même la mythologie grecque, la mythologie romaine, qu'on commence déjà à faire des petites synthèses entre christianisme, mythologie gréco-romaine. Ça avait déjà été fait d'ailleurs au Moyen Âge. Si je prends mes cartes, vous pouvez en voir. Voilà, on va commencer à rentrer dans la voie Allez, réaliste du tarot. Faire pas, je parle, on parle d'histoire. Comment ça s'exprime dans le tarot? Alors, avant de vous montrer des cartes, on n'a pas de tarot complet italien de la toute première époque. On n'en a pas encore retrouvé. Il y a le tarot Rothschild, mais il n'y a que 8 cartes. Et si je vous montrais ces cartes, j'arriverai pas à vous montrer grand-chose parce que 8 cartes sur 78, c'est pas assez. Donc, pour l'occasion, pour aujourd'hui, je vais utiliser des cartes qui ne sont pas les cartes originelles, le tarot de Marseille qui est beaucoup plus tardif, ou alors même certaines cartes enluminées d'un tarot presque complet qui est milanais, pas florentin, parce qu'on pense que quand même les cartes sont nées à Florence, les cartes de tarot. Ce tarot enluminé vient d'être redaté récemment par Thierry de Polis à 1456-1458. Donc on est quand même 15 ans après la fourchette que je vous ai donnée tout à l'heure. Mais c'est pas grave, c'est quand même les débuts. Ça, c'était juste une petite précaution.
Mais vous voyez là, par exemple, je parlais de synthèse, hein, la roue de fortune, la déesse Fortuna, qui n'apparaît pas sur l'illustration du tarot de Marseille, mais qui apparaît dans le tarot milanais, je vais vous la montrer, hein. La roue de fortune, c'est un symbole du temps médiéval qui a traversé le Moyen Âge européen, qui est extrêmement important. Dans ce tarot-là, italien, hein, du XVe siècle, vous pouvez voir Fortune, la déesse Fortune, qui a les yeux bandés au centre de cette roue. C'est un symbole du temps, la roue de l'existence qui tourne. Et en fait, on a un syncrétisme déjà. Et on est avant l'humanisme de la Renaissance, on est avant la synthèse entre mythologie gréco-romaine et christianisme, mais on a quand même déjà une synthèse, puisque les anciens, au Moyen Âge, disaient notamment que la voix de Dieu était dans la roue de fortune. Bon, donc on avait un mélange entre la providence divine et la déesse du hasard, de la chance, des tempêtes, des aléas de l'existence. Et ça posait aucun problème. Les médiévaux s'étaient déjà habitués à ça et on le retrouve dans le tarot. C'est un modèle stable. Là, on est au XVe siècle. C'est une, Là, on c'est est au une XVIIIe image siècle. médiévale. Image médiévale qui est dans le tarot pourtant de la Renaissance, mais qui a perduré. Et là, on est au XVIIIe siècle. Image médiévale toujours au XVIIIe siècle. Donc le tarot, c'est aussi une évolution de l'iconographie. Les figures des atouts, parce que je vais vous montrer surtout les atouts aujourd'hui, donc les cartes les plus fortes du jeu. Les illustrations des atouts ont évolué en fonction des graphismes, mais ce sont toujours restés à peu près les mêmes thèmes, hein. On a la roue de fortune, on a des allégories du sacré, du profane. Je vous montrerai un petit peu certaines choses aujourd'hui. Mais voilà, tu vois comment on peut partir de l'histoire et regarder ensuite comment l'histoire s'exprime dans le tarot. Parce que le tarot, c'est un jeu de 78 cartes qui est né donc en Italie au XVe siècle. Et quand il est apparu, bah, il parlait de son siècle, de son temps. Ouais. C'est un petit peu comme si dans 500 ans, quelqu'un prenait une œuvre filmographique d'aujourd'hui, je ne sais pas, la saga Harry Potter au cinéma, et puis, c'est un historien, donc il va regarder tout le contexte historique et culturel de cette œuvre et il va regarder comment ça s'exprime dans la saga Harry Potter au cinéma. Et il va s'apercevoir que c'est une œuvre de son temps, comme toutes les œuvres humaines. Bah, le tarot, c'est pareil, c'est une œuvre contextualisée, temporalisée, finie, localisée, pas universelle, qui est italienne, européenne, exclusivement à l'origine, hein. Maintenant, tout le monde le connaît, mais voilà. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure des voyages. Quand tu as dressé cette fresque historique par rapport au XVe siècle, qui voyageait beaucoup à l'époque? Il y avait pas mal de figures, dont certaines nous sont très familières, et il y en a certaines qu'on retrouve dans le tarot. Les fous, les bouffons, les acrobates, les jongleurs voyageaient constamment, par exemple. Ils Oui. faisaient partie de ceux qui étaient appelés les petits, c'est une expression d'époque, les classes sociales les plus basses. Ils avaient très peu de moyens, et les bouffons, les farceurs, les fripons, les acrobates, ils devaient bouger de village en village pour aller faire un tour de magie, pour aller faire une farce et puis essayer d'avoir quelques pièces. Ben voilà, on retrouve cette figure d'un des voyageurs médiévaux et renaissants qui était tout le temps sur les routes, tac, qui est le fou du tarot, qui est là dès l'origine. Des fois, il est en mouvement, des fois, il n'est pas en mouvement, mais c'est un voyageur médiéval, hein, clairement. Et donc, à la Renaissance, quand le tarot paraît, on parle de ce grand voyageur qui écumait les routes. Il est appelé le mat dans le tarot que je tiens en main, hein, le tarot de Pierre Madonier, mais il est appelé le fou sinon d'habitude, hein. D'accord. Il peut même Et le être... mat, ça veut dire ça? Ça veut dire la même chose aussi, le mat? Oui, alors il y a tout un mystère par rapport au nom mat, pourquoi à un moment il apparaît dans le tarot alors que depuis des siècles on l'appelle le fou. Je ne vais pas vous le dévoiler ce soir, Voilà. mais ce qu'on peut dire d'emblée pour rester dans la conversation de ce soir, c'est que le tarot étant italien, tout vient de la langue italienne à l'origine. Petit à petit, tout est traduit dans l'évolution du tarot. Et en italien, comment s'appelle le fou? Ben, c'est il matto. Donc le mat, c'est juste la traduction française littérale de l'italien il matto. D'accord? Et donc, ça, c'est un des éléments, hein, qui nous indique avec une précision parfaite, entre guillemets, que ça vient d'Italie, hein. On les appelait les cartes italiennes encore en France, hein, les cartes de tarot, je crois, au XVIIe, XVIIIe siècle. La question, par contre, c'est celle que je viens de poser. Pourquoi, à un moment donné, dans l'histoire des tarots français, un maître quartier
change le nom du fou en maths? Ça, c'est un mystère. Et je le présenterai d'ici quelques temps. J'apporte quelques éléments de réponse à ça. Je fais des propositions. Et voilà un autre voyageur, l'ermite. Sur les routes, au Moyen Âge, à la Renaissance, il y avait tous les gens qui étaient en pèlerinage, qui partaient en pèlerinage. On va parler du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, pourquoi pas, mais il y en avait plein des pèlerinages pour se rendre au sépulcre d'un saint. Mhm. Et donc on voit là un moine cénobite ou un ermite qui peut-être se déplace et en pèlerinage. En tout cas, c'est sûr que sur les routes, il y avait des pèlerins. Ouais, Donc voilà, quand on interroge ces époques passées, qui bougeait dans nos ancêtres, il y en avait beaucoup qui bougeaient. ouais, Eh bien, il y en a certains qui apparaissent dans le tarot et d'autres non. Parce que le tarot, les atouts, c'est que 22 figures, c'est très limité comme système de représentation du monde. Peut-être que s'il y avait eu 300 atouts dans le tarot, bah, ça aurait été beaucoup plus vaste comme corpus d'images. Peut-être qu'il y aurait eu les marchands ambulants, qui étaient des grands voyageurs de l'époque. Mais là, ils y sont pas dans le tarot. pas la place. Pas la place. Il a fallu faire des choix. Il y a eu un designer sans doute à l'origine, pour Ouais, reprendre le mot qu'emploient les anglophones, hein, un designer, quelqu'un qui a conçu le programme intellectuel de tout ce que je vous montre, de ces atouts qui sont si mystérieux. Une personne ou plusieurs esprits, peu importe, mais ce designer, il a arrêté son petit système de représentation du monde à 22 atouts, ce qui est peu, donc il a dû faire des choix. Et c'est en partant de ce point de vue-là, pour moi, qu'on entre dans les questions qui sont les plus fécondes. Si le créateur du tarot à l'origine a dû faire des choix restrictifs, ça veut dire que ce qui est dedans est important pour lui à l'époque. On a vu la roue de fortune, alors ça comptait pour lui, il a mis un symbole du temps. Il y en a plusieurs des symboles du temps à la Renaissance, il a mis celui-ci, donc ça compte. ouais, Pourquoi? On peut très bien dire que parce que c'est une représentation des États, comme on appelait ça, l'échelle sociale. On a toutes les classes sociales, il y en a qui essaient de monter, d'autres qui chutent, etc. Le déclassement social ou oui, les transfuges de classe, etc. Peut-être que c'est pour ça qu'il a mis cette roue de fortune. Il y a des choses qui manquent et il y a des choses qui sont présentes dans le tarot. Et les deux questions sont intéressantes. Pourquoi, à l'époque, alors que le symbole de la licorne était présent partout dans le Moyen Âge et la Renaissance, pourquoi il n'est pas dans le programme initial du tarot, par exemple? oui, C'est une question que je me pose. Il y a une licorne dans un tarot, mais c'est une exception. La licorne fait pas, elle n'a pas été placée là. Pourquoi? Pourquoi Saint-Michel ou Saint-Georges terrassant le dragon, qui est une image qu'on retrouve partout dans l'Europe et qui est extrêmement puissante? En France même, on la trouve dans chaque région. Dans chaque région, il y a une figure, un saint, un héros qui embroche une vouivre ou un grand poisson ou un dragon ou un serpent. Et alors, Saint-Michel ou Saint-Georges, pourquoi ils ne sont pas dans le tarot? C'est pareil, ben non, ils n'y ont pas été mis. Pourtant, ce sont des figures à l'époque universelles, en tout cas pour l'Europe. Il y a un Saint-Michel dans un tarot que j'ai pu trouver, mais voilà, il ne fait pas partie du programme initial, du design initial. Donc il y a des choses de l'époque qui sont extrêmement courantes qui ne sont pas dans le tarot. ouais, Pourquoi? C'est une question. Et il y en a d'autres, on s'interroge. Le designer est sans doute un humaniste, sans doute un intellectuel, sans doute un savant pour l'époque, donc sans doute fait-il partie ou d'une classe aristocratique ou, si on est à Florence, d'une classe de pouvoir, d'une classe de marchands, d'une classe en tout cas protégée, sinon par les marchands florentins, par les banquiers, par les usuriers. Il fait partie des hautes classes en tout cas sans doute, ou il est protégé par les hautes classes, ce savant. Alors pourquoi faire démarrer la suite des atouts par le représentant des petites classes, le battleur, l'acrobate, le jongleur? Pourquoi? C'est une question vachement importante, vachement intéressante, et j'y réponds dans une formation que je donne en ligne, dont je vous reparlerai, la charte du battleur. Sur 22 atouts, il y en a un dont l'illustration est consacrée à un représentant des petites classes. Et si je vous remontre le bouffon, le fou, ça fait deux représentants des petites classes. oui, Et donc sur 22, c'est beaucoup. Ça occupe à peu près 10% de la suite d'atouts, le thème des petits. Pourquoi? Enfin voilà, c'est toutes les questions qu'on a avec le tarot.
Ce sont des mystères et ce sont des mystères qui m'intéressent beaucoup et auxquels j'apporte des réponses, parfois je fais des propositions, en fonction, voilà, soit je publie des conférences, soit je crée des formations en ligne, Mmh. soit je publie des articles aussi sur, le site Academia pour essayer de faire avancer le schmilblick, Oui. parmi d'autres chercheurs bien sûr, évidemment. Mais alors, pour en revenir à cette époque, pourquoi cette époque? Oh, pourquoi cette époque? Pour la compréhension vraiment, du tarot historique tel qu'il est apparu, je propose une formation en ligne qui est exhaustive sur ce point-là, qui synthétise ce que les historiens ont apporté aujourd'hui et puis aussi qui développe des choses qui sont très à des recherches personnelles et à des propositions personnelles et elle s'appelle la formation au tarot réaliste. Donc bien sûr, toutes les personnes qui veulent en savoir plus, qui veulent les détails de ce que je vais apporter ce soir ou Oui. eh bien, toutes ces personnes, elles sont appelées à me contacter ou à rejoindre des cursus de formation. Parce que la réponse à la question que tu as posée, pour moi, elle existe. Elle existe, c'est vraiment un acquis aujourd'hui. On sait pourquoi le tarot apparaît à cette époque et pas à une autre. On sait Mmh. pourquoi il apparaît en Europe et pas ailleurs. Mais il faudrait pas mal de développement. Et Oui. j'ai même créé un outil particulier pour répondre à cette question qui est l'arbre généalogique du tarot. C'est un outil qui fait partie du guide en PDF de la formation au tarot réaliste que les étudiants ont, voilà, qui peuvent méditer, qui peuvent explorer. Quand on fait l'arbre généalogique du tarot, quelles sont ses racines, quelles sont ses particularités, etc., etc., on se rend compte qu'en fait, le tarot n'aurait pu naître qu'en Europe, en Italie, à ce moment de l'histoire et pas ailleurs. C'est vraiment une certitude. Et je peux citer quelques éléments si ça t'intéresse. Le tarot, c'est un jeu de cartes. Et le mot même carte vient du latin chartus. Il était appelé sinon, au départ, le jeu de cartes, c'était naibi. Les Italiens, les Provençaux, les Espagnols avaient des dérivés, naip, naibi. Mais qu'on prenne ce mot naibi, naip ou chartus en latin qui donne carte, tout ça, ça veut dire papier. Donc déjà, le jeu de cartes, c'est un médium ludique et artistique qui est relié intrinsèquement à la matière papier. Pas de papier, pas de jeu de cartes. Et c'est pour cette raison déjà que les cartes traditionnelles, le jeu de cartes traditionnel, 52 cartes là, j'en ai même un au motif d'Irlande, tu vois, pour toi, un jeu de cartes irlandais. Ce jeu, déjà les cartes, elles arrivent à la fin du XIVe siècle en Europe, 1360-1365 dans cette fourchette, mais elles ne peuvent arriver charriées par le monde musulman que parce qu'en Europe, le papier vient d'arriver en tant que technologie. Mmh. C'est pour ça qu'en fait les cartes peuvent arriver, parce que depuis un siècle, on produit du papier. Mais Oui. avant ça, il n'y avait pas la technologie en Europe. Mmh. Donc le tarot, déjà, il ne peut pas arriver avant que le papier ne soit créé en Europe. Tu comprends? C'est matériellement impossible. Donc déjà, on sait que le tarot est forcément postérieur au XIVe siècle, au moment où le papier commence à être fabriqué. Et puis ensuite, le tarot, c'est quoi? C'est assez simple. C'est un jeu traditionnel de 52 cartes, auquel, dans les honneurs, a été ajoutée la dame, pour ceux qui connaissent un peu les cartes. Mais surtout, 22 atouts des cartes majeures, des cartes plus puissantes que les autres, ont été ajoutés au jeu traditionnel de 52 cartes. Donc on comprend très facilement, avec ce que je viens de dire, que s'il n'y a pas le jeu de 52 cartes, le tarot ne peut pas apparaître. Le jeu de 52 cartes est arrivé en 1360 en Europe, donc le tarot ne peut pas être antérieur. Mmh. Et surtout, pour que le tarot existe, il faut que le concept d'atout ait été inventé. Parce que le jeu de cartes, quand il arrive en Europe, le concept d'atout permanent, de cartes plus fortes que les autres tout le temps dans le jeu, quelles que soient les circonstances, il n'existe pas. C'est pas un concept. Les cartes sont venues d'Orient, elles ont une origine asiatique, mais jamais en Asie ni en Orient le concept d'atout n'a été inventé. C'est un concept qui est exclusivement européen. Et pour D'accord. l'instant, on sait à quel moment il a été inventé. À partir de 1412, on connaît le nom du créateur de ce concept, c'est un Italien. Donc
Le tarot est forcément postérieur à 1412, puisque c'est un jeu de cartes qui possède des atouts, et que ce concept n'a été inventé qu'au début du Quattrocento. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu pour répondre à ta question, en fait, c'est empirique aujourd'hui. On peut vraiment comprendre que le tarot est un jeu de cartes augmenté avec une suite d'atouts richement illustrés, suite d'atouts qui figure un programme intellectuel à décrypter en plus, donc c'est un jeu spécial, c'est sûr. Peut-être même révolutionnaire, c'est un adjectif, moi, que j'accole aujourd'hui au tarot. Je pense que c'était à l'époque à la fois un jeu de cartes révolutionnaire et une œuvre d'art sans doute révolutionnaire, je ne crois pas qu'il y ait d'antécédent en fait, qui repose sur la matière papier et sur le concept de l'atout. Donc il est situé, localisé, il apparaît sans doute à Florence, en tout cas en Italie, Italie du centre ou du nord, c'est sûr, et puis voilà quoi. Mais alors, ces atouts, quels sont les éléments symboliques les plus importants? Ah bah alors là, je vais te montrer des choses et juste avant de répondre à ça, je vais peut-être montrer deux livres parce que ce soir, je parle en tant que chercheur indépendant, mais j'appuie bien sûr mon propos sur des savoirs qui ont été produits en grande partie par des universitaires ou des indépendants, mais qui sont des sommités aujourd'hui internationales comme Thierry de Police. Il est indépendant que moitié, hein. C'est historien indépendant à l'origine, mais son autre domaine d'expertise, qui est le jeu, la carte et tout ça, il est un expert international. Donc voilà par exemple une des ressources, hein, pour ceux qui veulent comprendre l'histoire du tarot, le tarot révélé, paru en 2013, publié par le plus grand expert français sans doute de la carte à jouer, Thierry de Police. Quand on fait la bibliographie du tarot, hein, quand on veut commencer à comprendre cet objet, on ne peut pas y couper, quoi. Et puis je vais proposer, voilà, juste pour le monde francophone encore, le livre d'Isabelle Nadolny, paru en 2018, Histoire du tarot. Je pense que je le tiens moi pour un ouvrage très important, parce que la démarche qu'elle a eue est vraiment une démarche de vulgarisation. Donc je pense que ce livre compte autant que le tarot révélé de Thierry de Police, et Isabelle Nadolny, en passant, est en train de publier son prochain livre, Histoire du tarot au pluriel, et ça va être un délice. Vous voyez, juste là, je viens de vous citer deux sources qui sont fondamentales pour comprendre ce qu'est le tarot, sa nature, son essence, et les dates, c'est 2013 et 2018. D'accord. C'est extrêmement récent. En vérité, la tarologie, c'est-à-dire la recherche historique et scientifique sur le tarot, elle est toute jeune. Si on prend 1980 comme date de départ, Mhm. qui est une bonne date, même si Michael Dumet commence à publier déjà à la fin des années 70, hein, me semble-t-il, mais 1980, c'est une bonne date. Bah, c'est une science toute jeune. C'est un petit peu comme la climatologie, qui apparaît un peu aussi dans ces années-là, quoi. Ce sont des sciences toutes jeunes. Donc elles sont vouées, à mon avis, à un grand avenir, ces sciences. La tarologie a un grand avenir devant elle. Michael Dumet a posé les premiers rails, les chercheurs sont encore dans ces rails, mais peut-être qu'ensuite une autre sommité posera de nouveaux rails qui iront dans une nouvelle direction. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est qu'au début. Et il faut en prendre conscience. Et donc pour répondre à ta question, eh bien voilà, le tarot propose une suite d'atouts richement illustrés qui proposent des symboles de son temps, parfois même des symboles médiévaux antérieurs à la Renaissance. C'est un peu une énigme aussi des fois, on ne sait pas pourquoi certains vieux symboles sont recyclés dans le tarot et d'autres non. Ça dépend vraiment des images. Peut-être que le 1 d'atout, pour moi qui suis artiste aussi, peut-être que c'est le symbole le plus important du tarot. C'est celui que j'entends le plus souvent, que j'entends parler le plus souvent. Ah, tu Peut-être vois. parce que aussi j'écoute tes vidéos, c'est pour ça. T'écoutes mes vidéos, c'est vrai que voilà un symbole, un archétype, un emblème aussi, on pourrait dire très important. Je crois que, à titre personnel, la chose qui me tient le plus à cœur avec cette voie réaliste du tarot et ce que j'essaie de faire, c'est ce que je fais maintenant là. Je vais le dire en deux mots, c'est parler du tarot d'une façon différente. Ça, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Parce que
on peut parler du tarot de plein de façons différentes. Montrer qu'il y a de l'histoire dans le tarot, ça manque. Moi, j'ai pas eu ça en cherchant, en essayant de comprendre ce que c'était le tarot. Parce que pour l'instant, les académiciens, ils publient plus de l'écrit et l'oralité manque. Isabelle Nadolny, heureusement, a publié certaines vidéos où elle passe par le médium de l'oralité. Et puis en Oui, plus, elle fait du conte et tout par rapport au tarot maintenant, ça l'inspire beaucoup. Donc elle est beaucoup dans l'oralité. C'est très bien, parce que ça manque. Il faut pouvoir entendre des personnes parler du tarot différemment. Différemment. Et dis-moi un petit peu, ah oui, mais si tu as entendu mes vidéos, ça marchera pas, mais le battleur, qu'est-ce que tu as entendu hors mes vidéos dessus? oui, bah écoute, oui, je sais plus ce que j'ai entendu, ce qui était de toi ou autre part, Ok. mais je dois dire que c'est quand même une image intrigante. Parce que Très intriguant. pourquoi il s'appelle Butler? Butler, Mhm. ça donne l'impression d'une percussion, quelque chose comme ça, mais là, on voit plutôt des couleurs. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas de la musique qu'il fait. Oh, il y aurait beaucoup à dire. Aujourd'hui, je m'étais mis en tête de vous parler pas mal des jongleurs du tarot, comme j'aime à les appeler, hein. Je propose qu'il y a deux jongleurs dans le tarot, un jongleur spécialisé dans l'art de la bouffonnerie, qui est le fou, et un jongleur qui est spécialisé dans l'art de l'escamotage, c'est-à-dire la magie, la prestidigitation, le fait de cacher des objets. Le battleur. Battleur, c'est un vieux mot français pour dire escamoteur, magicien, sur une table à tréteaux, dans une place de foire ou D'accord, d'accord. dans la cour des rois, tout simplement. Et tu as raison, ça vient du mot bâton, hein, bastel en vieux français. C'est la baguette magique qu'il tient dans la main. Le battleur, c'est un magicien, mais un roublard, un charlatan en même temps, hein. Il essaye de... C'est un artiste, un jongleur, donc il essaye de faire quelques tours de magie pour avoir un peu d'argent. Les foules s'amassent autour de sa table à tréteaux. Et puis, des Wow. fois, il a des petits-enfants qui sont ses complices et qui volent les bourses des passants médusés pendant qu'il fait son œuvre. Et ici, on a un bouffon, hein, clairement. Donc, sans doute un fou artificiel plutôt qu'un fou naturel. Sur certains tarots italiens, à l'origine, le fou est plutôt un fou naturel, donc il est laid, il a des déformations physiques où il est stupide naturellement. Mais là, lui, c'est plutôt un bouffon artificiel, hein, comme on appelle ça. C'est son vêtement, son déguisement de bouffon, quoi. Donc ça, ce sont les jongleurs du tarot. Et j'ai une formation qui leur est dédiée, qui s'appelle la charte du battleur, et qui commence d'ailleurs le 23 avril 2025, tout le temps après Pâques, parce que c'est ce que j'appelle le nouvel an des jongleurs. À l'époque, ils recommençaient leur année après la période de privation du carême et après Pâques. Et donc voilà, vous avez là un des jongleurs des temps médiévaux et renaissants. Maintenant, vous savez ce qu'il fait. Il dispose des objets sur sa table, il les cache, il fait des tours de magie pour avoir la pièce, pour essayer de vivoter un petit peu. Mais Donc c'est un magicien. c'est un magicien. D'ailleurs, dans le monde anglophone, il a été repris sous le nom magicien, me semble-t-il. Je travaille peu avec les tarots anglais, mais dans le Rider-Waite, qui est le tarot le plus connu au monde et dans le monde anglophone, il s'appelle magicien, je crois. Bon, ceux qui connaissent le Rider-Waite, vous me corrigerez si, si je me trompe. À l'origine, c'est bagatto en italien. Bagatto. Battleur, mais bagatto vient de bagatelle, du mot bagatelle, hein. Et c'est très important. Parce qu'en fait, ce qu'on entend souvent dans la tarologie actuelle, mais c'est tout à fait récent, c'est que comme il est le un d'atout, bah, il commence la suite. Bon, d'accord. Donc, les gens disent que c'est un symbole du commencement, du départ, puisqu'il initie la suite d'atout. Ça semble assez logique, hein, c'est tout à fait logique. Il est un symbole de l'unité originelle qui ensuite se sépare, de toutes les potentialités du début, du commencement, voire des De la fois de l'unité naissance. de Dieu. Pardon? De la naissance. De la naissance. Donc les gens disent que c'est un jeune homme, des fois même un enfant, des fois qu'il symbolise la naissance, etc., etc. Mais quand on étudie l'histoire qui s'exprime à travers le tarot, on trouve en fait une toute autre symbolique et une toute autre raison à la présence du battleur dans la suite d'Atout. C'est-à-dire qu'en fait, s'il a été mis là, le tout petit battleur, au 1, au premier niveau de l'échelle des atouts, hein, s'il a été placé là,
C'est pas du tout pour qu'il symbolise le commencement ou je ne sais quoi, ça c'est vraiment anachronique en fait. C'est Mhm. nous aujourd'hui au 21e siècle et à la fin du 20e, parce que c'est tout récent, comme ça fait vraiment quelques décennies à peine que les tarologues disent ça. C'est nous qui nous projetons en fait dans le tarot avec nos trucs d'aujourd'hui et donc qui disons, ben, comme il commence le chemin, il est le symbole de la naissance, du commencement. D'accord. Mais quand on étudie l'histoire du tarot, on a des documents. On a des anciens Italiens qui ont commenté le tarot, des religieux qui ont commenté le tarot dès le XVe siècle, qui attribuent des sens au symbole de la suite d'Atou, qui commentent et qui jugent, pour les religieux très mal, le tarot, parce que les religieux détestaient le jeu, le rire, la danse, tout ça, c'était diabolique. Voilà pourquoi lui, il est là à l'origine, parce qu'il fait partie de la famille diabolique. C'est une provocation alors? Ah, si tu te mets dans la peau du créateur du tarot, c'est fort possible que ce soit une provocation à l'Église, c'est possible. En tout cas, il a été placé là pour, première raison, représenter les petites classes sociales, parce que le système des atouts, qui s'appelait triomphe à l'origine dans le tarot, bah, c'est que chaque rang triomphe sur l'autre. Donc le 2 d'atout bat le 1 d'atout. Comme D'accord. les cartes, le 2 est battu par le 3. Si tu mets un 10 et que quelqu'un a mis un 6, bah, c'est toi qui gagne parce que c'est plus haut. Pareil pour les atouts. Donc lui, c'est le tout petit. D'ailleurs, en français, on l'appelle le petit, hein. Donc le petit, baga en italien, il représente les petits, les petites classes sociales, les acrobates, les jongleurs et tout, qui avaient rien, qui étaient démunis, qui avaient 3 pièces pour manger, quoi. Ça, c'est la première raison. Mais il symbolise aussi le péché, parce qu'il est l'emblème, il est le porte-drapeau du plaisir, du divertissement. Et à l'époque, on est en plein catholicisme, on est dans le monde chrétien, et donc il faut revenir au logiciel chrétien. On sait comment le plaisir est jugé dans le christianisme, on le sait tous, il est mal jugé. Eux, ce sont des agents du plaisir, ce sont des agents du divertissement. C'est par eux qu'on s'amuse. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement aimés dans les sociétés médiévales et renaissantes. Partout, autant par le peuple que ils sont aussi dans les cours des rois, des princes. Et des fois, ils jouent de la musique. Ils sont payés pour pouvoir divertir. Ils symbolisent le péché. Ils font partie de la famille diabolique au Moyen Âge. Les jongleurs, les acrobates, les magiciens, les bouffons. Et donc, il se dessine quelque chose qui est présent dans le tarot, que je vais vous montrer si vous voulez. Oui. L'histoire et le logiciel chrétien imprègnent le tarot, s'expriment dans le tarot. Ici, pour commencer, bien sûr, puisque dans le logiciel chrétien, l'histoire chrétienne, la théologie commence par le péché originel. Vous comprenez, c'est quoi le début de l'histoire humaine dans le logiciel chrétien? Ben, c'est le péché originel, c'est là que tout commence. Donc Adam et Ève pêchent et sont chassés du paradis. Voilà pourquoi le premier rang, parce que la suite d'Atout représente la vie humaine, le premier rang ben, symbolise le péché. En fait, quand on se met dans le logiciel chrétien, c'est normal. Au départ, au commencement était le péché. Oui. Et en fait, il va se déployer tout un programme eschatologique dans le tarot, qui n'est autre que le programme eschatologique chrétien, catholique. On a le péché avec le baga. On a l'emblème du traître. À l'origine, je l'explique en formation, c'est un symbole qui a été tout à fait oublié, mais là, on a une image du traître, hein, c'est pas, il est appelé le pendu, mais c'est parce qu'on a oublié. Il s'appelait le traître en Italie à l'origine. Donc c'est celui qui a trahi. Et quelle est la plus haute trahison à l'époque? Eh bien, c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire trahir son Dieu, vouer un culte à un autre Dieu que le Dieu catholique, l'idolâtrie. Donc là, on a encore un élément du programme eschatologique chrétien, le moment où on risque de trahir notre Dieu. Tout ça, de toute façon, nous mène à la mort du corps, donc on a l'allégorie de la mort qui met fin au véhicule de l'âme, mais l'âme après continue sa vie. Et si elle a péché et qu'elle a trahi, elle va aller en enfer, cette âme. Donc on a le diable qui représente le monde souterrain, c'est Lucifer. Donc là, c'est vraiment l'enfer souterrain, le vrai enfer, hein, avec le diable qui est représenté. Là où les pécheurs vont. Donc, Marrant, tu nous as montré la couverture de cette image sur le lit que tu nous as montré tout à l'heure. Et maintenant, cette image, je veux pas me dire quelque chose qui fâche, mais pour moi, ça, c'est Saint-Michel. ah bon?
Ah, ah, vraiment, vraiment pas. Il a jamais été vu historiquement comme Saint-Michel, surtout pas par les commentateurs du tarot. C'est comme si le diable et Saint-Michel étaient devenus la même personne. Ah, Parce qu'il a les peut-être. ailes, c'est le serpentaire, c'est les ailes, il est face à nous et il est sur quelque chose. Il est debout sur quelque chose et puis il a souvent, sur les figures serpentaires, il y a souvent quelque chose, il y a une symétrie. Donc là, il y a deux petits diables à côté. Ouais, ce sont des humains, mi-humains, mi-diablotins, hein, puisque oui, oui, ils sont condamnés. Ouais. Pour moi, ce sera la constellation du serpentaire, celui-là. Ah, d'accord, intéressant. En tout cas, c'est vrai qu'il a des ailes de chauve-souris ou de dragon, ça c'est clair, hein, Ouais. sur plein de représentations. Ça, c'est vraiment une image médiévale qui est restée dans le tarot français, on ne sait pas trop pourquoi. Qui a Ah, fait très peur aux Allemands, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, quand le tarot est arrivé chez eux, ces images faisaient peur aux Allemands. En tout cas, les âmes pécheresses vont en enfer. Ça, c'est le châtiment divin, la tour qui est foudroyée, ou une image du purgatoire à l'origine, ou du limbe des patriarches d'ailleurs, hein. Donc c'est une autre partie de l'enfer, mais c'est la partie de l'enfer par laquelle on peut se purifier. Donc vous voyez que tout le programme eschatologique chrétien est présent dans le tarot dès l'origine et qu'il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Par le châtiment divin, ou par le purgatoire, ou par le limbe, eh bien, on passe par un chemin qui nous permet de nous purifier. Donc, l'âme, elle a un petit peu péché, mais elle peut accéder à la rédemption et puis ensuite un jour aller où? Ben, aller au ciel, hein. Donc, on a une image. Dans les tarots de Marseille français, l'image a été un peu changée, hein. Mais on a une image à l'origine paradisiaque, du paradis. Ici, c'est un petit peu mystérieux parce qu'on a une figure féminine qui est dans une mandorle. C'est pas que c'est rare, mais ça interroge, disons. Mais en tout cas, c'est une image des cieux, c'est une image du ciel. C'est un des lieux du paradis où vont les âmes qui n'ont pas péché, qui ne sont pas restées dans le divertissement et le plaisir du battleur, et où vont les âmes, en tout cas dans une partie du ciel à l'époque, hein, pas tout proche de Dieu, mais les âmes rédemptrices, elles accèdent quand même à une partie du paradis. Et une fois qu'on a dit ça, et qu'on reste dans le logiciel catholique, qu'est-ce qui se passe après l'accession des âmes, après leur jugement particulier, soit en enfer, soit au ciel, soit au purgatoire? Ben, il y a un événement final, c'est la fin des temps, l'Apocalypse. Voilà, il est là, le jugement dernier. Ça, c'est l'ange du jugement qui vient réveiller les âmes, la résurrection des corps, pour qu'elles soient maintenant jugées définitivement, une fois pour toutes et universellement. d'accord. Je viens de vous montrer un programme eschatologique chrétien qui s'exprime dans le tarot, et je vais rajouter le battleur qui représente le péché au tout début. Et donc, si on compte, on a 7 atouts sur 22. 7 atouts sur 22 ont des illustrations qui sont consacrées à la représentation du programme eschatologique chrétien, qui pourtant est connu de tous à l'époque. Tout le monde le connaît. C'est tellement fort que c'est dans la suite d'atouts du tarot. Tu vois? Donc, ces cartes vont ensemble, c'est ça? C'est moi qui les Les cartes font présente. partie? C'est une proposition, c'est moi qui Oui. les présente comme ça. Mais en vrai, non, dans le jeu, elles vont pas Ah, du tout d'accord. ensemble. Oui. Dans le jeu, quand on joue au tarot, elles ne sont que des atouts. Les illustrations ne comptent pas. C'est-à-dire que si quelqu'un joue le petit, le battleur, il met le battleur sur la table, c'est le 1. Bah, si quelqu'un met le pendu, le 12, il gagne le pli, il remporte le pli, parce que le D'accord. 12, c'est plus fort que 1. Oui. Donc dans le jeu de cartes de tarot, il n'y a que le nombre, il n'y a que le numéro qui vaut quelque chose. Oui. Les illustrations sont là pour divertir les joueurs, parce que c'est beaucoup plus agréable d'avoir en main un jeu magnifique. Les illustrations sont là aussi pour proposer un système de représentation du monde symbolique. Et là, je vous montre des choses un peu classiques du christianisme, mais il y a aussi du profane, il y a aussi du païen dans le tarot. Donc il y a des provocations, comme tu appelles ça. Ton mot est très juste. Il y a aussi des provocations à l'Église. Les ecclésiastiques, même s'il y en avait en cachette qui jouaient au tarot, on le sait par l'histoire, hein, par les documents qu'on a, officiellement ils détestaient, ils condamnaient le tarot. Certains, dans les villes italiennes, essayaient de le faire même abolir, hein. Et puis d'autres religieux essayaient de dire non mais regardez, c'est un jeu tellement intelligent, il abolit presque le hasard, parce que c'était les jeux de hasard que l'Église détestait. Donc bon, le tarot c'est un peu mieux que le jeu de dés. Certains essayaient de défendre le tarot. Est-ce que le fait que ce soit un jeu a permis
cette collection d'images symboliques de survivre. Parce que sous prétexte de jouer, que ce soit juste un jeu innocent, on peut après distribuer et créer ces images sous forme d'un jeu innocent. Complètement, hein, c'est une des hypothèses de certains chercheurs, c'est que, on a essayé les designers à l'origine ont essayé de charger les illustrations des atouts d'un simple jeu, de symboles cryptiques ou de symboles, importants à méditer. Donc sous le couvert d'un jeu profane, on passe du sacré pour les initiés. Ça, c'est, l'hypothèse de certains chercheurs, c'est une façon de voir ce jeu. Ce qui est à peu près sûr pour moi, c'est que c'est un jeu qui relève de ce qu'on appelait à l'époque, l'ars memoriae. Ars memoriae, donc c'est transparent, hein, c'est du latin, un objet artistique qui est fait pour la mémoire, pour le mnémotechnique. Mhm. C'est sûr que le tarot, c'est ça. On a toute une allégorie de l'existence humaine à travers le filtre humaniste et le filtre chrétien, crypté, représenté dans le tarot. Donc c'est sûr que c'est un objet mnémotechnique qui relève de l'ars memoriae. En même temps, on joue et en même temps, on a en main un système de représentation du monde. C'est vachement important et vachement intéressant. Et on peut le retenir et on peut se le figurer, on peut le méditer, on peut faire de la philosophie avec ça aussi. C'est pour ça que le jeu de tarot est un jeu spécial. Le jeu de 52 cartes, c'est quand il apparaît en Europe, c'est aussi déjà un petit système de représentation du monde qui représente le monde des classes humaines qui est dominé par le roi, et puis la cour martiale, enfin pas cour martiale, mais la cour militaire, en tout cas le roi tourné vers l'accès militaire, son chevalier, son cavalier, et puis le valet, etc. Bon, et puis ensuite le peuple avec les 10 cartes en dessous. Et puis ça figure aussi le calendrier, hein, d'ailleurs, ça c'est une certitude. Tous les nombres du jeu de cartes traditionnel figurent et représentent le calendrier dès le départ. Donc déjà les petites cartes traditionnelles sont déjà un système de représentation du monde, en plus d'être un jeu de cartes tout simple, donc elles relèvent déjà de l'ars memoriae. Ça, c'est un truc qui est peu su, mais il faut se le figurer. Et le tarot, c'est une augmentation de ce jeu de cartes. Donc c'est normal que le tarot soit aussi un système de représentation du monde plus étoffé, plus augmenté, et possiblement plus, comment le dire, plus symbolique, tu vois. Euh, donc ça c'est un premier élément de réponse. Et il y a, comme je te l'ai dit, voilà, la question c'est, on a le programme eschatologique chrétien qui est dans la suite d'Atout du Tarot. Très bien. Donc on pourrait se dire, bon, bah alors qu'est-ce que c'est? C'est un objet religieux? Bah non, pas du tout. Parce que je vous ai montré du profane. Avec nos petits jongleurs, là, on a du profane. Mhm. Avec la roue de fortune, on a un symbole tout à fait populaire, bien sûr, qui est aussi récupéré par les religieux, mais c'est un symbole quand même assez profane. L'allégorie de la mort, elle est extrêmement populaire. L'image du fou, souvent d'ailleurs on voit son sexe, il est avec un chien et tout, c'est tout à fait profane comme image. L'Église déteste, elle réprouve ça. Donc la question de qu'est-ce que c'est le tarot est une question vachement intéressante. Et à chaque fois qu'on dit c'est ça, en fait c'est pas exactement ça. Aujourd'hui on peut le définir hein, aujourd'hui. Mais si on se dit bon bah c'est quoi? C'est un jeu qui représente un programme religieux? Non. Non parce qu'il y a du profane. Donc c'est pas un jeu sacré. Sacré dans le sens religieux, pas dans le sens actuel. C'est pas un jeu uniquement chrétien. Mais il y a du christianisme dedans, bien sûr. Époque oblige. Alors c'est un jeu profane? Ben non, parce qu'il y a du sacré. Ok. Est-ce que c'est un jeu crypté? Moi, aujourd'hui, à ça, je réponds oui et non. Parce que les illustrations à l'origine sont quand même tout à fait littérales et évocatrices. Le tarot, d'ailleurs, il apparaît à l'origine dans un style qui est le gothique tardif. Alors bon, ça c'est le style milanais, hein. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc il est particulier. D'accord. Dans mes formations, je montre le style florentin, sans doute originel, c'est du gothique tardif. Ah, Vous c'est voyez? intéressant. Oui. Là, on a la déesse de la Lune, là, on a la déesse Vénus, la déesse, l'étoile, en fait, hein, dont on voit le décolleté, hein, d'ailleurs. C'est la seule dans ce tarot parce qu'elle est Vénus, donc la déesse de l'amour, de la beauté, voilà. Donc,
vous voyez, là, on a des symboles qui sont tout à fait littéraux, et c'est normal, c'est littéraliste, c'est la fin du Moyen Âge, la charnière entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. Les symboles à l'époque sont assez simples, ils sont faits pour être compris, ils sont littéraux. Donc là, on a bien en face des yeux, pour moi, des symboles qu'on peut comprendre quand on a les clés de lecture. Donc cryptés, oui et non. Après, par contre, c'est sûr aussi que certaines fois, il y a des petites choses qui sont cachées. Je ferai des propositions bientôt d'ailleurs en ce sens. Je proposerai que là, on a la représentation de quelque chose qui est caché, clairement, mais bon, là, c'est beaucoup plus tardif. Il y a des petites choses cachées, mais c'est pas un jeu entièrement cryptique pour moi. C'est un système de représentation du monde. Tu vois? Alors, quel aspect du monde est représenté? Parce que tu nous as parlé des classes sociales, des voyages, des artisans, oui, et de la société elle-même, qui peut être représentée par la roue, mais aussi du monde intérieur. Donc, c'est des cartes qui peuvent représenter ce qu'on voit, l'aspect social, culturel de nos vies, puis aussi quelque Oui. chose psychologique. Vous voyez bien que, bah, merci pour ta question, c'est une très bonne question. Vous voyez bien de toute façon quand on présente les choses comme ça, que même en revenant à l'histoire pour pouvoir comprendre ou s'approcher du sens initial des cartes, du sens originel des illustrations. Encore une fois, je vais montrer le petit, le battleur. Nous, on peut bien dire aujourd'hui que ça symbolise le commencement. Moi, comme je dis à mes étudiants, moi je leur dis, mettez-vous dans la peau d'un Florentin de 1440. Vous êtes, vous, une Florentine. On fait des jeux de rôle. Mettez-vous, on prend un moment on ferme les yeux et on se met dans la peau d'un Italien de la Renaissance, une Florentine, et je leur fais choisir la classe sociale qu'ils veulent. Vous êtes peut-être une duchesse milanaise, si vous voulez être plutôt de Milan, parce que Milan était une ville ducale, royale, tandis que Florence était une république. Bon, elle n'avait de république que le nom, mais on comprend l'idée. Les marchands et les usuriers et les banquiers, déjà au XIVe siècle, avaient massacré une bonne partie de la noblesse. Et puis au début du XVe, quand apparaît le tarot, il y a plus de nobles à Florence, hein. Donc c'est c'est une ville pré-capitaliste. Le capitalisme est né en quelque sorte à Florence. Voilà. Ils ont fait leur révolution, ils ont renversé les nobles. Mais peu importe. Donc je La leur fais ce, fortune. oui, la roue de la fortune. Et voilà, t'as tout compris. La roue de fortune, c'est ça. Oui, oui, il y a des aristocrates et tout, mais attention, ne soyez pas trop vaniteux, parce que demain, vous serez peut-être en bas. Et puis vous, les tout petits, si vous restez petits, c'est les évangiles même, hein, les petits auront accès au royaume des cieux. Ça, c'est les paroles de Jésus, hein. Saint François aussi. Je paraphrase, pardon? Saint François d'Assise aussi, à cette époque-là. François d'Assise, tu t'imagines bien qu'il a une influence énorme et que le fou du tarot, hein, il faut bien entendu, au moins en partie, et je vais vous montrer le Milanais, y voir Saint François d'Assise, hein. C'est pas Saint Ah François oui. d'Assise, hein. C'est pas une représentation de Saint François d'Assise, mais c'est un fou qui peut représenter la folie sage de celui qui médite pour arriver à Dieu. Ça, c'est clair. Il représente à la fois l'insensé qui ne croit pas en Dieu, l'athée, on dirait aujourd'hui, ou les gens comme Saint François d'Assise qui ont dit: mais oui, je suis fou. Il est pauvre, mais il a une couronne. C'est les plumes. Ah, c'est des plumes. Bah, même, Ouais. on dirait une couronne. On dirait que il est C'est- célébré en tant que pauvre, mais célébré. Il est célébré. Pour moi, dans le tarot, les petits, les jongleurs, c'est l'esprit du carnaval, ils sont célébrés comme des rois, hein. L'esprit du carnaval transite à travers Oui, eux. c'est ce que je vois là, ouais. Mais là, alors là, bon, je dois dire juste que c'est une carte reconstituée, hein. L'original n'est pas exactement comme ça. L'original, D'accord. c'est un fou qui louche, qui est plus laid que ça. Euh, Celle-ci a été reconstituée par Marie Paccard, une anglophone. Bon, peu importe, mais on s'approche. Et ce que tu vois là sur la tête, c'est tout simplement un code iconographique italien de la première partie du Quattrocento. Les fous étaient souvent représentés avec des plumes. La plume était un symbole, un emblème associé aux fous. Voilà, D'accord. ça va disparaître avec le temps. Et en France, ce ne sera pas récupéré, ça. On n'associe pas les plumes aux fous en France. Bon, voilà pourquoi le contexte culturel est toujours important. Les iconographies françaises ou italiennes vont varier, évidemment. Mais voilà le battleur dans le tarot Visconti Sforza que je tiens en main.
Donc C'est un des toujours, premiers, c'est ça, un des premiers styles. oui, c'est le style milanais en tout cas. En tout cas, D'accord. c'est 1458, 1400, oui, 1458, donc on est quoi, 20 ans après la naissance du tarot à peine. Mhm, mhm. Et donc ce battleur, bah, c'est tout le temps le même, c'est un escamoteur, un magicien qui est derrière une table à tréteaux, et puis voilà, qui cache des objets, qui essaie de gagner le sou. Euh, tout ça parce que je voulais répondre à ta question euh, initiale. Mince, j'ai perdu le Oh, fil. sur le monde intérieur et la symbolique. Ah oui, voilà, ben, vous voyez bien que quand on parle de tout ça, des petits qui sont représentés, de l'allégorie du temps, des classes sociales, ben, ça peut nous parler à nous aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour ça que le tarot, s'il n'est pas universel dans sa création, parce que c'est une œuvre italienne du début de la Renaissance, donc c'est pas universel. Il est par contre, où il peut avoir une vertu universaliste, c'est-à-dire que un peu n'importe qui peut être susceptible de s'identifier à ces illustrations ou aux thèmes qu'ils évoquent. Hein. C'est pour ça que moi je pratique l'art du tirage. Je fais pas du tout de divination, mais on peut utiliser les cartes en tirage pour pour le travail sur soi. Simplement parce que, et même si on pense que c'est au hasard, ça change strictement rien. Si on tire par hasard le thème de la pauvreté, de la nécessité, de l'art, ben, on peut interroger ensuite le consultant, ou nous, si on le fait pour soi, on peut s'interroger. Qu'est-ce que le thème de la pauvreté, de la misère, de la nécessité a à voir avec moi aujourd'hui? Pourquoi ça sort? Qu'est-ce que ça m'évoque? Est-ce que dans ma lignée, il y a eu un déclassement, une histoire de déclassement social? Tu vois, on peut travailler avec les images du tarot. Et donc, tout peut être... on peut s'identifier. Moi, les jongleurs du tarot, je m'identifie à eux parce que je suis artiste. Quelqu'un qui n'est pas artiste peut s'identifier à d'autres figures. Voilà, j'ai accompagné quelqu'un récemment qui était un ancien alcoolique et qui avait eu une traversée du désert pour réussir à sortir de l'alcoolisme. Et cette figure, il connaissait pas le tarot, il n'avait jamais vu. Je lui propose en médiation artistique, hein, juste, de passer par des images du tarot pour qu'on essaye de débroussailler un petit peu sa problématique. Il tire une carte, il a l'ermite qui sort, et devant l'image que vous avez devant les yeux, il s'est mis à pleurer. Voilà. Pourtant, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu à l'origine italien de la Renaissance. Là, ça, c'est un jeu du XVIIIe siècle français, mais ça lui a parlé. Et donc, il s'est vu dedans tout de suite. Non. Et après, il m'a raconté toute son histoire. Sa traversée du désert, son alcoolisme, ses trucs et tout. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début que j'avais une double casquette. Et évidemment, ben, je suis loin d'être le seul, hein. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup de personnes qui travaillent avec les images du tarot. Mais dans la voie réaliste du tarot, j'appuie bien sur la distinction entre les deux têtes de ma voix. C'est une voix, comment on dirait, duocéphale, bicéphale, voilà. Euh, Il y a l'étude du tarot, qui permet de remonter à des significations qui sont plus originelles que les anachronismes qu'on fait aujourd'hui. Mais ensuite, il y a la pratique. Et la pratique, ça, ensuite, on est libre. On est libre dans la pratique et il n'y a plus d'anachronismes qui tiennent. Et l'étude du tarot peut nourrir la pratique. Oui. Comme j'ai coutume de le dire, et je prends tout le temps le même exemple parce que pour moi, c'est le plus important. Bah tiens, je vais prendre le tarot milanais pour vous le montrer. J'explique dans la formation au tarot réaliste, qu'est-ce que c'est ça? Parce que ça, c'est pas un pendu en fait. Et aujourd'hui, on a complètement perdu, historiquement, et c'est normal, la signification de cette image. Donc, même des tarots français, quand le tarot arrive en France au début du XVIe siècle, très vite, il va s'appeler le pendu. On va complètement oublier en fait ce que c'était à l'origine. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, bah, les tarologues travaillent avec des symboliques comme ça, ils vont dire ça symbolise le lâcher-prise. Parce que regardez ce personnage, en fait, il est pendu, mais il est vivant, il va bien, tout va bien, donc il a lâché prise. Bon, d'accord, ou ils Et vont dire, il a les mains liées. il y en a qui disent on peut pas savoir s'il a les mains nouées parce qu'elles sont derrière le dos. Peut-être qu'elles sont pas nouées, tu vois. Ils interprètent, quoi, c'est normal. Ouais, ouais. Il y en a d'autres qui disent ça symbolise le renversement du regard. Donc il faut que tu vois les choses différemment, regarde le monde à l'envers. Bon, voilà, etc. Et en fait, c'est normal, on fait des surinterprétations de cette image parce qu'on en a oublié le sens initial. Donc on l'appelle le pendu.
mais on ne comprend pas pourquoi ce pendu n'est pas mort, et on ne comprend pas pourquoi il est pendu par un pied, et on ne comprend pas du coup pourquoi ses pieds sont dans cette position avec l'autre qui est ballant, et on ne comprend pas l'image. Donc en Alors ouais, pratique, cette image est très intrigante. c'est une image très intrigante parce qu'elle Ouais. elle est contextualisée, et en fait c'est une image périmée que tu vois là, Mélissa. Elle est périmée, c'est-à-dire que c'est un type d'image qui a été produit en Italie du nord et du centre entre le XIVe et le XVIe siècle, basta. Avant le XIVe ou fin XIIIe, on n'en produit pas. Après la deuxième partie du XVIe, on n'en produit plus. D'accord. Donc c'est un type d'image qui était relatif à des condamnations pénales, hein, c'est une image de justice. Et donc ça n'a été produit qu'en Italie du nord et du centre pendant 2 siècles et demi. Donc Alors c'est cette normal qu'on image-là, elle n'est pas dans les autres tarots, c'est ça? Si, c'est un Si? modèle stable en termes iconographiques, Ah le si, pendu est d'accord, toujours resté le même, d'accord, mais d'accord. par contre, on l'a appelé le pendu, alors que ça s'appelle le traître. Le traître. Ça s'appelle le traître, et c'est parce que les Italiens qui peignent cette image, à leur époque, elle signifie la trahison. C'est ça sa symbolique. Ok? Et C'est une, ça, pardon? c'était une punition à l'époque de faire ça ou c'est Pas purement réel. symbolique? Non, pas réel, purement symbolique. C'est juste Ouais, une production d'image. Je l'explique dans la formation, on appelle ça la peinture infamante, si ouais. certains veulent savoir. La science, par exemple, a tranché sur ce point. Cette image, on sait ce que c'est. Mais il faut lire la production en fait, historique pour pouvoir le comprendre. Donc, ce n'était pas une vraie punition, sauf cas exceptionnel. C'est une image qui était produite pour détruire en fait, socialement l'image du condamné. Voilà. Bon, D'accord. il faudrait développer. Mais ce qui est vachement intéressant par rapport à l'étude et la pratique du tarot, c'est que une personne avec laquelle je travaille en médiation artistique, par exemple. Tiens, je vais prendre n'importe quoi d'autre. Qu'est-ce que je peux avoir sous la main? Par exemple, je vais lui montrer cette image à la personne. Donc, vous voyez, je travaille avec d'autres images, hein, pas qu'avec le tarot. En médiation artistique, on peut travailler avec n'importe quelle image. Je lui montre ça. Pour le début de la séance, pour l'amener à parler, parce qu'admettons que c'est une personne qui a du mal à parler. Qu'est-ce que ça t'évoque et tout? Bon, peut-être qu'il va me parler du Maroc, ou je sais pas, il voit le dôme, ou Venise, tiens, ou des villes italiennes avec les dômes, peu importe. Puis ensuite, je lui montre une autre image, une photo en noir et blanc. Mhm. Puis ensuite, je lui montre l'image du tarot qu'on vient de voir, notre fameux pendu. Paf! Et donc, cette image sort et je lui dis, qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Ça t'évoque, qu'est-ce que t'en penses? Donc, vu qu'il y a écrit pendu en bas, bah, il va dire, ah, bah, pendu, c'est un pendu, il va partir sur ce thème. Et si je m'en tiens, moi, à la tarologie contemporaine et à ce que disent certains de mes confrères, je lui dirais peut-être, bah écoute, normalement, ça symbolise le lâcher-prise, il faut que tu changes de regard, je sais pas quoi truc. Mais c'est là où l'étude du tarot, l'étude historique peut apporter énormément à la pratique. Parce que imaginons que, avant d'arriver à cette image pendant la séance, la personne, le consultant, ait de lui-même évoqué des problèmes qui ont trait de près ou de loin avec le thème de la trahison dans sa famille. Et imaginez ensuite qu'il fasse un tirage et qu'il ne tire qu'une seule carte sur 78, admettons, et que c'est elle qui sort. Et il vient de parler du thème de la trahison. Là, moi, je vais pouvoir avoir recours à mes connaissances historiques. Et je vais pouvoir ne pas lui parler du pendu du 21e siècle, mais du traître du 15e siècle. Et lui dire, c'était ça l'origine, mon cher ami, cette image. On est en train de parler d'une trahison, d'une traîtrise, et donc voilà comment l'étude dans la voie réaliste du tarot enrichit la pratique. Mhm. Tu vois? C'est Oui, je parlant vois. comme Ouais, exemple. ouais. Hmm. Moi, je dois dire, cette image, elle m'évoque une scène d'un film. Je suis sûre que tu connais, c'est La Neuvième Porte de Ouais, Polanski. Ouais. ouais, Donc, j'adore ce film. peut-être un petit peu différente comme explication, enfin, comme image, mais bon.